J'étais assise, ou plutôt affaissée, dans ce fauteuil roulant. Mes yeux pesaient des tonnes, chaque souffle une lutte. Le jardin du Luxembourg, autrefois mon terrain de jeu, n'était plus qu'un flou verdâtre, une toile de fond indistincte pour ma propre disparition. Mon crâne rasé laissait passer le vent froid de Paris, mais c'était l'absence de cheveux, plus que le froid, qui me rappelait l'horreur. J'avais 16 ans et mon corps me trahissait, se consumant à petit feu. C'est là que Pierre, ce gamin des rues aux yeux trop vifs pour son âge, est surgi de nulle part. Il courait, les pieds nus sur l'allée de gravier, son doigt tremblant pointé vers papa. Un cri perçant, essoufflé, a déchiré le voile de mon apathie. « Votre fille n'est pas malade. C'est votre fiancé qui lui a rasé la tête. » Ce sont les premiers mots que j'ai entendus clairement depuis des jours, peut-être des semaines. Un choc, une étincelle. Mon père, Julien, a stoppé net le fauteuil. Le monde s'est mis à tourner, mais cette fois, ce n'était pas mon corps faible qui vacillait, c'était le sol sous nos pieds. Mon père, l'homme d'affaires solide et imperturbable, était figé, pâle. Sophie, ma future belle-mère, enfin, c'est comme ça que je l'appelais, cette femme élégante et impeccable de 40 ans, nous a rejoints, ses talons claquant sur les pavés, le visage cramoisi d'indignation. « Julien, n'écoute pas cet enfant. » Elle a dit, sa voix forcée, presque un sifflement. « Il est dérangé, probablement sous l'emprise de drogue. » Mais Pierre, avec la fierté blessée que seuls les gamins des rues peuvent avoir, a secoué la tête, les larmes aux yeux. « Je suis pas sous l'emprise de quoi que ce soit, madame. Je veux juste aider la petite. Elle était toujours gentille avec moi, quand Anaïs était encore en vie. » Anaïs, ma mère. Ce nom m'a frappé comme un coup de poing invisible. Ma mère avait toujours eu un cœur immense pour les enfants perdus, les âmes errantes. Je crois que j'avais hérité ça d'elle, cette façon de voir les gens au-delà de leur apparence. Sophie a croisé les bras, un geste théâtral qui ne m'avait jamais plu. C'est absurde. Cet enfant essaie clairement de nous soutirer de l'argent. Rentrons à la maison, Julien, avant qu'il n'appelle d'autres voyous. Mais une force inattendue a traversé mes membres. J'ai agrippé le bras de mon père. « Papa », j'ai murmuré, ma voix rauque, « Je crois me souvenir de quelque chose d'étrange sur ma tête il y a quelques nuits. Je pensais que c'était un cauchemar. » Sophie s'est approchée de moi, trop vite, trop douce. « Chérie, tu délires à cause des médicaments. Le docteur Étienne a dit que c'était normal dans ton état. » Le docteur Étienne Bernard, le fameux spécialiste que Sophie avait recommandé il y a 3 semaines, quand mes symptômes ont commencé. Un médecin dont mon père n'avait jamais entendu parler, mais que Sophie avait décrit comme le meilleur de toute la région parisienne. « Quel docteur ?» Pierre a interrompu, son regard insistant sur mon père. « Monsieur, vous avez demandé l'avis d'un autre docteur? » Parce que je l'ai entendu au téléphone dire que le docteur Étienne avait beaucoup de dettes à cause des jeux. Le monde, de nouveau, s'est dérobé sous les pieds de Julien. Mon père. L'expression sur son visage était une cendre de doute. Je me souviens, ce jour-là dans le parc, c'était comme si une épaisse brume se dissipait autour de moi. Chaque mot de Pierre, chaque détail qu'il révélait, était un coup de projecteur sur des zones d'ombre que mon corps trop faible n'avait pas pu éclairer. J'avais des souvenirs parcellaires, des bribes de rêves, des sensations confuses. Cette nuit où j'avais senti quelque chose sur ma tête, je l'avais attribué à la fièvre, à mes hallucinations de malade. Je me disais que mon esprit me jouait des tours, que mon corps se défaisait. Et si c'était plus que ça? Il y a eu cette autre fois, bien plus tôt, où j'avais vu ma mère, Anaïs, dans un rêve. Elle était là, souriante, dans notre jardin, avec une tasse de chocolat chaud fumant, et un petit garçon aux yeux gentils. Pierre. Il portait un pull rouge, un peu trop grand pour lui. Ma mère lui parlait doucement, comme elle faisait toujours avec ceux qu'elle aidait. Je me suis réveillé avec la sensation d'avoir froid, de ne plus rien porter sur ma tête. Mais c'était un rêve, n'est-ce pas?
Un fragment de mon subconscient malade. Où as-tu eu ces informations? Julien a demandé à Pierre, sa voix enfin forte mais tremblante. Je m'appelle Pierre Miller, monsieur. J'ai 12 ans. Ça fait 2 ans que je vis dans la rue, depuis la mort de ma grand-mère. J'ai appris à me cacher et à observer pour me protéger. Et si j'ai commencé à dormir dans votre jardin, c'est parce que je me souvenais que votre femme, Anaïs, m'avait donné du chocolat chaud et des tartines quand j'étais petit. Sophie a levé les yeux au ciel, le mépris à peine dissimulé. Quelle histoire touchante. Mais ça ne change rien au fait qu'il ment à mon sujet. Julien, notre fille est gravement malade. Nous devons la ramener à la maison pour ses médicaments. Notre fille, j'ai entendu le mot. C'était la première fois qu'elle m'appelait comme ça. C'était étrange. Papa, j'ai murmuré, ma voix encore plus faible. Depuis quand Sophie m'appelle-t-elle notre fille? Julien a regardé Sophie et je l'ai vu le remarquer aussi pour la première fois. La façon dont elle avait pris cette place, cette possession subtile. Ces derniers mois, surtout après que mes symptômes aient commencé, Sophie était devenue ma principale soignante. Elle préparait tous mes repas, administrait mes médicaments. Elle disait que j'avais besoin d'un régime spécial. Je n'avais jamais remis ça en question. C'était logique, non? Une malade a besoin de soins particuliers. Je voulais dire... Sophie a bégayé, visiblement mal à l'aise. Eh bien, puisque nous allons bientôt nous marier, je considère déjà Marie comme ma fille. Pierre a écarquillé les yeux. Mais monsieur, hier soir, je l'ai entendu au téléphone. Elle disait que le mariage devait avoir lieu la semaine prochaine parce que la petite allait de plus en plus mal. Le mariage, c'est vrai. Mon père m'en avait parlé avec une tristesse dans la voix qui me déchirait. Sophie avait insisté pour accélérer les choses, disant que je voulais les voir unis avant que quelque chose de pire n'arrive. À l'époque, ça m'avait touché, même ému, cette pensée que mes dernières volontés, ma faiblesse, les unissaient. Mais avec les mots de Pierre, tout d'un coup, ça sonnait faux. Comme une urgence fabriquée, une manipulation. Sophie, Julien a dit lentement, peux-tu m'expliquer comment cet enfant connaît des détails aussi précis sur nos conversations privées? Je ne sais pas, Julien. Elle a répondu un peu trop fort. C'est peut-être une sorte de petit espion. Ces enfants des rues sont dangereux. Ils se droguent et commandent à avoir des hallucinations. Pierre a secoué la tête avec vigueur. Je ne me drogue pas, monsieur. Ma grand-mère m'a toujours appris que ça ruinerait ma vie. J'observe juste les choses parce que j'ai besoin de savoir quand il est sûr de dormir quelque part. Il s'est approché de mon fauteuil, regardant directement dans mes yeux. La petite, tu te souviens quand ta mère m'a donné ce pull rouge, celui qui était dans ton placard? C'était à Noël, il y a 2 ans. Elle disait qu'il était devenu trop petit pour toi. Mes yeux se sont écarquillés. Le pull rouge. Ce pull que j'adorais et que ma mère m'avait persuadé de donner à quelqu'un qui en aurait plus besoin. Je me souviens de toi, j'ai murmuré, une lueur de reconnaissance traversant enfin mon visage pâle. Maman disait toujours que tu avais des yeux gentils, que tu n'étais pas comme les autres garçons qui voulaient juste faire des bêtises. Ta mère était une très bonne dame, a dit Pierre avec affection. C'est pour ça que je dois te protéger maintenant. Elle ferait la même chose pour moi. Sophie tapait du pied, son irritation grandissait. Ça suffit, Julien, ou tu renvoies ce gamin tout de suite, ou j'appelle la sécurité du parc. Quelle sécurité? Pierre a ri tristement. Madame, ce parc n'a pas de sécurité. Je dors ici parfois quand je ne peux pas rentrer chez vous. Papa a compris. Sophie avait menti sur la sécurité, essayant d'intimider Pierre. Pourquoi ferait-elle ça si elle n'avait rien à cacher? Le doute s'est transformé en suspicion, la suspicion en certitude naissante. Pierre, il a dit, s'agenouillant à la hauteur du garçon, « J'ai besoin que tu me dises tout ce que tu as vu, absolument tout, et je jure sur la mémoire de ma femme que j'écouterai chaque mot. » Sophie a reculé, son visage blanchissant. « Julien, tu ne peux pas être sérieux.
Tu vas croire un gamin des rues plutôt que moi? Plutôt que la femme que tu as dit aimer? J'ai dit que j'apprenais à aimer. Julien a corrigé, comme s'il se rendait compte de la nuance au moment où il la prononçait. Et une personne que j'aimerais vraiment ne me mentirait jamais sur quelque chose d'aussi grave que la santé de ma fille. Pierre a pris une grande inspiration, comme pour puiser le courage de raconter une histoire qu'il avait gardée pour lui pendant des semaines. Monsieur, tout a commencé il y a 3 semaines. Je dormais sous le grand arbre, celui dont les branches touchent presque la fenêtre de la chambre de la petite. C'était très tôt le matin, ça devait être vers 2 ou 3 heures. Sophie a croisé les bras, mais Julien a remarqué que ses mains tremblaient légèrement. Je me suis réveillé à cause d'un bruit étrange, a continué Pierre. C'était comme si quelqu'un coupait quelque chose avec des ciseaux. Je suis monté un peu dans l'arbre pour mieux voir, et j'ai vu la dame entrer dans la chambre de la petite avec une grande paire de ciseaux dans les mains. « C'est absurde! » Sophie a protesté. « Pourquoi ferais-je une chose pareille? »« Laisse-le finir, » Julien a dit fermement. La petite dormait très profondément, comme si elle s'était évanouie. La dame a commencé à lui couper les cheveux très lentement, mèche par mèche. Quand elle a eu fini, elle a tout mis dans un sac en plastique. Ma main a instinctivement touché mon crâne chauve, une expression d'horreur grandissant sur mon visage. Le lendemain, très tôt, avant le lever du soleil, Pierre a vu Sophie dans le jardin, brûlant les cheveux dans un petit feu. Il a remué les cendres avec un bâton jusqu'à ce qu'elle soit sûre que tout était brûlé. Et les autres symptômes? Julien a demandé, sentant la nausée monter dans son estomac. Les premiers jours, sa petite était juste chauve et confuse, mais ensuite, la dame a commencé à mélanger quelque chose dans sa nourriture. Je l'ai vue par la fenêtre de la cuisine quand elle préparait les plats spéciaux. Sophie était devenue livide. Quel genre de choses mélangeait-elle? Julien a insisté. Je ne sais pas, monsieur. C'était une poudre blanche qu'elle prenait d'un petit pot caché dans l'armoire haute de la cuisine. Chaque fois que la petite mangeait, elle devenait plus faible et commençait à vomir après quelques heures. Mon père a eu un frisson d'horreur. Il s'est souvenu comment Sophie avait complètement pris en charge la préparation de mes repas, prétextant que j'avais besoin d'un régime spécial. Il ne l'avait jamais remis en question. Il avait fait confiance à son dévouement apparent. « Il y a encore une chose, monsieur, » Pierre a dit, hésitant. Hier soir, quand la dame pensait que tout le monde dormait, elle était au téléphone avec quelqu'un. Elle a parlé d'accélérer les choses parce que vous commenciez à poser des questions sur d'autres docteurs. Quel genre de questions? Sophie a demandé rapidement, avant de réaliser qu'elle s'était trahie. Julien l'a regardée avec une expression qu'elle n'avait jamais vue. Intéressant, Sophie. Comment savez-vous quel genre de questions je poserais si vous n'avez rien à cacher? Je voulais juste dire, elle a bégayé. La dame a aussi parlé de changer le testament, a ajouté Pierre. Elle a dit que c'était important que vous changiez le testament avant le mariage au cas où il arriverait quelque chose à la petite. Le sang de Julien s'est glacé dans ses veines. Sophie lui avait en effet suggéré de mettre à jour son testament récemment, affirmant qu'il était important de protéger la famille après le mariage. À l'époque, il avait trouvé ça pratique et responsable. Maintenant, il voyait la manipulation derrière la suggestion. « Ah, mes chers amis qui écoutez cette histoire, dites-moi, vous auriez fait quoi, vous, à ce moment-là, quand tout ce que vous avez cru se fissure sous vos pieds, quand la personne que vous pensiez connaître se révèle être une autre. Moi, j'étais juste une coquille, mais j'ai vu la peur dans les yeux de papa. Une peur froide, celle d'avoir été berné. Et la mienne, c'était une colère glacée, une haine bouillonnante contre cette fin et contre ma propre faiblesse. J'ai essayé de me lever de mon fauteuil, mais mes jambes ont tremblé et je me suis rasise. Même ainsi, ma voix s'est sortie plus ferme qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Papa, je me souviens maintenant. Je me souviens de m'être réveillé une nuit avec la sensation que quelqu'un me touchait les cheveux. J'ai cru que c'était un mauvais rêve, mais quand je me suis réveillé le matin, mon oreiller était plein de mèches coupées. Tu délirais à cause de la fièvre, ma chérie.
Sophie a dit rapidement. Le docteur a dit que c'était normal. Quel docteur exactement? Julien a demandé, sa voix devenant plus froide à chaque mot. Parce que j'aimerais lui parler personnellement, sans votre présence. Sophie a fait un pas de plus en arrière, ses yeux cherchant désespérément une échappatoire. Julien, je ne comprends pas pourquoi vous doutez de moi. J'ai dédié chaque minute de mon temps à prendre soin de Marie. J'ai renoncé à ma propre vie pour être là pour vous. Et quelle vie c'était exactement? Il a demandé. Parce que maintenant que j'y pense, vous ne m'avez jamais donné de détails sur votre vie précédente, où vous travailliez, où vous viviez, votre famille. J'ai déjà expliqué que c'est douloureux de parler du passé. Sophie a répondu, mais sa voix sonnait de moins en moins convaincante. Pierre a regardé autour du jardin du Luxembourg, remarquant que quelques personnes s'étaient arrêtées pour observer la dispute. Il a baissé la voix, parlant directement à Julien. « Monsieur, je sais où elle cache des choses. Dans votre chambre, il y a une petite armoire qu'elle ferme toujours à clé. Une fois, je l'ai vu y mettre une trousse de maquillage, mais ce n'était pas du maquillage normal. Il y avait des tubes étranges et différentes brosses. Julien s'est souvenu de la petite armoire que Sophie avait apportée de son ancien chez elle. Elle avait dit que c'était juste des cosmétiques chers qui devaient être gardés en sécurité. Il n'avait jamais remis en question pourquoi une armoire à cosmétiques aurait besoin d'une serrure. « Sophie, » il a dit lentement, « j'aimerais que vous me donniez la clé de cette armoire. »« Quelle armoire? » Elle a demandé, essayant de paraître confuse. « L'armoire fermée à clé dans notre chambre, celle qui, selon vous, contient des cosmétiques coûteux. » Sophie a hésité quelques secondes. « Trop longtemps. J'ai laissé la clé à la maison. On pourra vérifier plus tard. » « Non, » Julien a dit fermement. « On va y aller maintenant. Pierre, tu veux nous accompagner? » Le garçon a regardé Marie, qui a hoché légèrement la tête. « Oui, monsieur, quelqu'un doit s'assurer que la petite reste en sécurité. » Sophie a tenté un dernier coup. « Julien, si vous faites ça, si vous m'humiliez de cette façon en croyant un gamin des rues plutôt que la femme que vous aimez, notre relation sera terminée. » Julien s'est arrêté et l'a regardé longuement. « Sophie, si tout ce que ce garçon dit est un mensonge, alors il n'y a aucun problème à vérifier l'armoire. Donc, en fait, vous devriez être impatient de prouver votre innocence. » « Et si c'est vrai, » j'ai murmuré, trouvant de la force dans ma voix, « alors notre relation était déjà terminée au moment où vous m'avez coupé les cheveux pendant que je dormais. » La maison des Harrison était à seulement 10 minutes du jardin du Luxembourg. Julien a poussé mon fauteuil roulant en silence, Pierre marchant sur le côté gauche et Sophie quelques pas derrière. La tension était palpable et quelques voisins curieux observaient le petit groupe traverser la rue bordée d'arbres. Madame Léger, la voisine âgée qui vivait là depuis 40 ans, arrosait ses plantes sur le porche quand elle nous a vus approcher. « Bon après-midi, Julien », elle a salué, mais ses yeux vifs ont remarqué la tension dans le groupe. « Comment va notre mari aujourd'hui? »« Bonjour, Madame Léger. » J'ai répondu d'une voix faible, mais avec plus d'entrain que je n'en avais montré depuis des semaines. La dame âgée est descendue de son porche et s'est approchée de mon fauteuil. « Mon enfant, tu as meilleure mine aujourd'hui, vraiment. Tes yeux semblent plus vivants. »« Madame Léger, » Julien a dit soudainement, « avez-vous remarqué des mouvements étranges chez nous aux premières heures du matin ces dernières semaines? » La voisine a échangé un regard significatif avec Sophie, qui a évité son regard. « Eh bien, puisque vous me le demandez, » elle a commencé, hésitante. « Parfois, je me lève tôt pour prendre ma tension artérielle vers 3 heures du matin. J'ai vu de la fumée s'échapper de votre jardin plusieurs fois ces dernières semaines. Je pensais que c'était Julien qui brûlait des feuilles mortes. »« Quel jour exactement? » Julien a demandé. « Laissez-moi réfléchir. » Madame Léger s'est gratté la tête. La première fois, c'était un mardi, il y a environ 3 semaines. Ensuite, je l'ai vu 2 ou 3 fois de plus, toujours en milieu de semaine. Pierre a regardé Julien avec une expression qui disait « Je vous l'avais dit. Et avez-vous vu qui faisait le feu? » Julien a continué. « J'ai vu une silhouette féminine, mais il faisait trop sombre pour être sûr de qui il s'agissait.
J'ai supposé que c'était vous, Sophie, puisque c'est vous qui vous occupez du jardin maintenant. Sophie a forcé un sourire. Oh oui, parfois je brûle quelques branches sèches qui tombent du grand arbre. Comme c'est étrange, a remarqué Madame Léger, parce que la dernière fois que je l'ai vu, on aurait dit que vous remuiez les cendres très soigneusement, comme si vous cherchiez quelque chose de précis. Le groupe est arrivé à l'entrée de la maison, une élégante bâtisse à 2 étages avec un jardin bien entretenu. Pierre a regardé autour avec admiration et nostalgie, se souvenant des fois où ma mère Anaïs l'accueillait dans la cuisine avec une assiette de nourriture chaude. « Pierre, j'ai dit doucement, tu peux me pousser jusqu'au salon? Je veux être à proximité quand papa ouvrira l'armoire. » Julien a passé la responsabilité du fauteuil roulant à Pierre et s'est dirigé vers l'escalier. Sophie l'a suivi à contre-cœur, ses mains visiblement moites. La chambre parentale était spacieuse et élégamment décorée, avec un grand lit king-size et de beaux meubles en bois. Dans le coin droit près de la fenêtre, il y avait une petite armoire blanche avec un cadenas doré. « La clé, Sophie. » Julien a tendu la main. « Julien, je pense vraiment que c'est une réaction excessive. Vous détruisez notre confiance. »« La clé, » il a répété, sa voix acérée comme une lame. Avec des mains tremblantes, Sophie a pris une petite clé dorée d'une chaîne qu'elle portait autour du cou. Julien l'a prise et s'est approché de l'armoire, sentant son cœur battre la chamade dans sa poitrine. Le cadenas s'est ouvert avec un léger clic. Julien a ouvert les portes de l'armoire et a senti le monde s'effondrer autour de lui. À l'intérieur se trouvaient plusieurs tubes de colle à cheveux, du maquillage théâtral pour créer des effets de pâleur et de maladie, des mèches de cheveux bruns identiques aux miens, une petite bouteille étiquetée inducteur émétique et divers documents avec différentes identités. Pierre est monté dans l'escalier à ce moment-là, me poussant dans le fauteuil roulant. « Papa !» j'ai appelé. « Qu'est-ce que tu as trouvé? » Julien a tenu l'un des documents avec des mains tremblantes. C'était une carte d'identité avec la photo de Sophie, mais avec le nom de Cynthia Hall. Il y avait 2 autres cartes d'identité différentes, toutes avec la même photo. « Qui êtes-vous? » il a murmuré, fixant Sophie. La femme qu'il avait connue sous le nom de Sophie Sterling s'est effondrée sur le lit, abandonnant enfin la mascarade qu'elle avait maintenue pendant 8 mois. « Mon vrai nom est Diane Sterling », elle a dit d'une voix lasse. « Et vous n'êtes pas le premier homme veuf que j'ai rencontré. » J'ai regardé la bouteille d'inducteur émétique et j'ai eu la nausée. « Vous m'avez empoisonné », j'ai dit, non pas comme une question, mais comme une affirmation. Ce n'était pas du poison. Diane s'est défendue faiblement. C'était juste quelque chose pour te rendre temporairement faible. Je n'ai jamais vraiment voulu te faire de mal. Juste faible? Julienne a explosé. Elle se fane depuis 3 semaines. Elle a perdu 15 kilos. Elle ne peut même plus se tenir debout. C'était temporaire, Diane a répété. Après le mariage, j'allais simuler un rétablissement miraculeux. J'allais dire que c'était mes soins et mon dévouement qui l'avaient sauvé. Pierre a ramassé l'un des tubes de colle à cheveux. Et ça, madame, à quoi ça servait? À coller des mèches de mes propres cheveux sur sa brosse, Diane a admis. Pour faire croire qu'elle perdait ses cheveux naturellement, pas que je les avais coupés. Julien s'est assis lourdement sur le lit, la réalité de la manipulation devenant enfin claire. « Depuis combien de temps planifiez-vous cela? » il a demandé. « Je cherche des familles vulnérables en ligne. » Elle a confessé. « Des hommes veufs avec de jeunes enfants et une bonne situation financière. J'ai lu sur votre femme dans les avis de décès en ligne. Je savais que vous traversiez une période difficile. » Et le docteur Étienne, j'ai demandé, il doit vraiment de l'argent à cause des jeux, beaucoup d'argent à des gens dangereux? Je lui ai proposé de payer ses dettes en échange de quelques faveurs médicales. Julien a eu envie de vomir. Quel genre de faveur? Diagnostiquer des maladies qui n'existaient pas, prescrire des médicaments qui causaient les symptômes que je voulais, vous maintenir concentré sur le désespoir au lieu de poser des questions. Pierre s'est rapproché de moi et m'a tenu la main. « La petite, tu te sens déjà mieux, n'est-ce pas?
Depuis que tu as arrêté de manger la nourriture empoisonnée, j'ai hoché la tête lentement. Je sentais que quand Sophie n'était pas là, j'avais moins de vertige, moins de faiblesse. Mais chaque fois qu'elle revenait avec les repas spéciaux, les symptômes revenaient. Julien a terminé, comprenant parfaitement. Mon Dieu, Diane, peu importe votre nom, pourquoi friez-vous ça à une enfant innocente? Diane a essuyé les larmes qui avaient commencé à couler sur son visage. Parce que ça marche, elle a dit simplement. Les hommes désespérés feront n'importe quoi. Ils se marient rapidement, changent de testament, donnent des procurations, et quand l'enfant récupère miraculeusement après le mariage, ils sont éternellement reconnaissants envers la femme qui l'a sauvé. Et ensuite, Julien a demandé, bien qu'il craigne la réponse. Après quelques années, quand je n'ai plus besoin de faire semblant, je pars simplement avec la moitié des biens au moment du divorce, ou si j'ai de la chance, avec tout, s'il a un accident opportun. Le silence qui a suivi était assourdissant. Pierre m'a regardé. Je pleurais silencieusement, non par faiblesse, mais par soulagement de comprendre enfin ce qui m'était arrivé. Combien de familles avez-vous fait subir ça? Julien a demandé. 4, Diane a admis. Ça a toujours marché avant. Et qu'est-il arrivé aux autres enfants? 2 se sont rétablis après le mariage comme prévu. Un troisième. Elle a hésité. Qu'est-il arrivé au troisième? J'ai demandé, ma voix retrouvant de la force. Elle a découvert ce que je faisais, a essayé de le dire à son père, mais il ne l'a pas cru. Elle a continué d'insister, alors j'ai dû augmenter la dose pour la maintenir plus calme. Et elle va bien? Pierre a demandé, bien qu'il connaisse déjà la réponse au ton de Diane. Oh, elle n'a pas supporté le traitement plus intensif, Diane a murmuré. Julien s'est levé brusquement du lit, son visage rouge de colère. Êtes-vous en train de me dire que vous avez tué une enfant? C'était un accident, Diane a protesté. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Et pourtant, vous avez continué à faire la même chose à d'autres familles? J'ai demandé, ma voix tremblante d'émotion. J'avais besoin d'argent. Diane s'est défendue faiblement. Pierre s'est placé de manière protectrice devant mon fauteuil. Madame, la petite ne deviendra pas une autre de vos victimes. Pas tant que je serai là pour la protéger. Julien a regardé le garçon courageux qui avait sauvé sa fille et a ressenti un mélange de gratitude et de honte. Un gamin des rues avait fait ce que lui, avec toutes ses ressources, n'avait pas réussi à faire. Protéger son propre enfant. Pierre, il a dit d'une voix étranglée, comment puis-je te remercier pour ce que tu as fait pour nous? Vous n'avez pas besoin de me remercier, monsieur Julien. Votre femme m'a appris que les bonnes personnes veillent les unes sur les autres. C'est ce que je fais. Diane s'est levée du lit, semblant enfin accepter que son plan avait complètement échoué. Je pars, elle a annoncé. Je quitte la ville aujourd'hui. Non, Julien a dit fermement. Vous n'allez nulle part, pas avant que je ne décide quoi faire de ces informations sur les autres familles que vous avez blessées. Vous ne pouvez pas me forcer à rester. Elle a protesté. En fait, si, Julien a répondu, ramassant son téléphone. Parce que je vais appeler toutes les personnes de cette ville qui connaissent notre famille et leur dire exactement ce que vous avez fait. Je montrerai les preuves à tous les voisins, à tous les commerçants, à tous ceux qui peuvent aider d'autres familles à se protéger de vous. Diane est devenue livide. Vous ne feriez pas ça. Non seulement je le ferai, je vais le faire, il a confirmé. Et je vais commencer par appeler le docteur Étienne. Je suis sûr qu'il aura beaucoup à dire quand il apprendra que vous ne le protégerez plus des conséquences de ses dettes. La menace a eu un effet immédiat. Diane savait que si le médecin parlait, elle perdrait toute chance de s'éclipser discrètement vers une nouvelle ville et une nouvelle identité. « Que voulez-vous » elle a demandé, résignée. « D'abord, je veux les noms et adresses de toutes les familles que vous avez blessées. Deuxièmement, je veux que vous confessiez tout cela par écrit. Et troisièmement, je veux que vous aidiez ces autres familles à se remettre du traumatisme que vous avez causé. »
Et si je fais ça, vous me laisserez partir? Julien m'a regardé. J'ai hoché légèrement la tête. Si vous coopérez pleinement, si vous aidez à réparer le mal que vous avez fait, et si vous promettez de ne plus jamais tenter ce genre d'escroquerie sur qui que ce soit, je n'intenterai pas de poursuite judiciaire contre vous. Papa, j'ai dit doucement, je ne veux juste pas qu'un autre enfant vive ce que j'ai vécu. Pierre a approuvé d'un hochement de tête. C'est mieux qu'elle utilise cette mauvaise expérience pour faire du bien. Ma grand-mère disait toujours, tout le monde mérite une chance de réparer les choses. Diane les a regardés tous les trois et a réalisé qu'elle faisait face à des personnes vraiment bonnes, prêtes à offrir la miséricorde même après tant de trahison. D'accord, elle a accepté. Je ferai ce que vous demandez. Dans les heures qui ont suivi, Diane a rédigé une confession détaillée de ses crimes. Elle a fourni les noms de 4 familles dans 3 villes différentes, y compris des détails sur la façon dont elle avait mené les escroqueries. Plus important encore, elle a révélé que la famille de l'enfant qui n'avait pas survécu n'avait jamais connu la vérité sur ce qui s'était passé. Elle s'appelait Clara. Diane a dit les larmes aux yeux. Clara Dupont. Elle n'avait que 8 ans. Son père, Marc Dupont, croit toujours qu'elle a eu une maladie mystérieuse et soudaine. Julien a soigneusement noté toutes les informations. Vous l'appellerez personnellement et lui direz la vérité, il a décidé. Vous lui direz tout et vous vous excuserez. Et s'il veut vous poursuivre en justice, j'ai dit fermement, alors vous accepterez les conséquences, parce que c'est le moins que vous puissiez faire pour la mémoire de Clara. Pierre, qui était resté silencieux pendant la confession, a finalement pris la parole. Mademoiselle Diane, puis-je poser une question? Bien sûr. Vous avez des enfants? La question a pris tout le monde par surprise. Diane a hésité avant de répondre. Oui, j'ai une fille. Où est-elle? Pierre a continué. Elle vit avec ma mère dans une autre ville. Je leur envoie de l'argent tous les mois. Quel âge a-t-elle? 12 ans. Pierre a hoché la tête pensivement. Si quelqu'un faisait à votre fille ce que vous avez fait à Marie et à Clara, comment vous sentiriez-vous? La question simple et directe d'un garçon de 12 ans a eu plus d'impact que toutes les accusations et menaces précédentes. Diane a éclaté en véritables larmes pour la première fois depuis qu'elle avait été découverte. Je serais anéantie, elle a admis entre 2 sanglots. Je tuerais quiconque ferait du mal à ma Ruby de cette façon. Alors vous comprenez ce que ressentent M. Julien et le père de Clara, Pierre a dit doucement. Et vous comprenez pourquoi vous devez essayer de réparer ce que vous avez fait. Ce moment d'empathie sincère a marqué un tournant dans la dynamique du groupe. Diane n'était plus seulement une vilaine y essayant d'échapper aux conséquences. Elle était devenue une personne qui comprenait enfin l'ampleur du mal qu'elle avait causé. J'appellerai Marc aujourd'hui, elle a promis. Je lui dirai tout et accepterai tout ce qu'il décidera de faire. Et les autres familles? Julien a demandé. Je leur dirai la vérité aussi. Je rendrai l'argent que j'ai obtenu grâce aux arnaques, même si je dois travailler toute ma vie pour y arriver. Moi qui étais restée silencieuse pendant une grande partie de la confession, j'ai enfin pris la parole. Sophie, Diane, je ne vous déteste pas, j'ai dit étonnamment. Je suis blessé et effrayé par ce que vous avez fait, mais je ne vous déteste pas, parce que si je laissais la haine grandir dans mon cœur, je deviendrais aussi une mauvaise personne. Les mots de pardon d'une adolescente de 16 ans qui avait été empoisonnée et manipulée pendant des mois ont eu un impact profond sur toutes les personnes présentes. Diane a pleuré encore plus intensément, non par apitoiement, mais par une honte sincère. « Tu es une bien meilleure personne que moi », elle a dit. « Bien meilleure que je ne le serai jamais. » Il n'est pas trop tard, puis hâte pour devenir une meilleure personne, Pierre a proposé. Ma grand-mère disait toujours que tant qu'on est en vie, on peut toujours choisir d'être meilleur qu'on ne l'était de la veille. Julien a observé l'interaction entre sa fille, le gamin des rues et la femme qui avait failli détruire leur vie. Quelque chose de profondément transformateur se produisait dans cette pièce.
quelque chose qui allait au-delà de la justice ou de la vengeance. Diane, il a dit, j'ai une autre proposition pour vous. Tout le monde l'a regardé curieusement. Au lieu de simplement quitter la ville, pourquoi ne resteriez-vous pas ici et ne travailleriez-vous pas activement à réparer le mal que vous avez causé, non seulement aux autres familles, mais à notre communauté dans son ensemble? Comment ça? Elle a demandé, confuse. Vous connaissez les tactiques que des gens comme vous utilisent pour profiter des familles vulnérables. Vous pourriez utiliser ces connaissances pour aider d'autres personnes à se protéger. J'ai souri pour la première fois depuis des semaines. Papa, c'est une idée géniale. Elle pourrait apprendre aux gens à reconnaître les signes de manipulation. Ce serait comme une vraie seconde chance, Pierre a ajouté. Pas juste fuir ses problèmes, mais vraiment essayer de réparer les choses. Diane est restée silencieuse pendant plusieurs minutes, traitant la proposition. Vous croyez vraiment que je peux me racheter après tout ce que j'ai fait? Nous croyons que tout le monde peut changer s'il le veut vraiment, Julien a répondu. Mais le choix doit être le vôtre et ce doit être un vrai choix, pas seulement un moyen d'éviter les conséquences. Si je restais ici, comment ça marcherait? Vous auriez un travail honnête, Julien a expliqué. Vous paieriez de votre poche la thérapie dont Mary aura besoin pour surmonter le traumatisme que vous avez causé. Et le week-end, vous offririez des conférences gratuites dans les centres communautaires sur la façon de reconnaître et de se protéger des escrocs. Et je superviserai tout, Pierre a ajouté avec un sérieux qui contrastait avec son jeune âge. Parce que je connais les ficelles de la rue. Je saurais si elle essayait de tromper quelqu'un à nouveau. L'idée d'être supervisé par un enfant aurait pu sembler insultante, mais Diane a réalisé que c'était exactement ce qu'elle méritait. Pierre avait montré plus d'intégrité et de courage qu'elle n'en avait eu dans toute sa vie d'adulte. D'accord, elle a finalement accepté. J'accepte, mais je veux que vous sachiez que je ne fais pas ça juste pour éviter les problèmes. Vous m'avez montré aujourd'hui ce que cela signifie d'être une personne vraiment bonne. Je veux apprendre à être comme ça aussi. Les jours qui ont suivi la révélation ont été une période de transformation intense pour toute la famille. Marie, libérée des médicaments toxiques et de la manipulation psychologique, a commencé à se rétablir de manière remarquable. Mes cheveux ont recommencé à pousser et mon énergie naturelle est progressivement revenue. Pierre avait emménagé dans la chambre d'amis de la maison, une décision que Julien a prise immédiatement après avoir compris que le garçon n'avait nulle part où aller. Le garçon qui avait sauvé sa fille ne retournerait pas dans la rue tant qu'il aurait un toit à offrir. « Pierre, » j'ai dit un samedi matin ensoleillé alors que nous déjeunions. « Tu sais, tu peux me dire si quelqu'un t'embête à l'école, n'est-ce pas? » Le garçon a souri à sa nouvelle sœur. « Je sais, mais en fait, c'est le contraire. Il y a des enfants à l'école qui ont des problèmes à la maison et ils viennent me parler parce qu'ils savent que je comprends. » « Quel genre de problème? » Julien a demandé, levant les yeux de son journal. « Il y a une fille, Emma, qui dit que la nouvelle petite amie de son père dit toujours de mauvaises choses sur sa mère décédée. Et il y a un garçon, Hugo, qui pense que son beau-père ne l'aime pas, mais ne sait pas comment le dire à sa mère. » J'ai échangé un regard significatif avec mon père. « Pierre, tu penses que ces enfants aimeraient me parler à d'autres adultes que toi? » « Peut-être. Pourquoi tu demandes? » « Parce que je me dis que nous pourrions peut-être étendre notre projet éducatif pour inclure un soutien direct aux enfants aussi. » Julien a mis le journal de côté, intéressé par ma suggestion. « Comment ça? » « Eh bien, nous apprenons aux parents à reconnaître les signes de manipulation et d'abus, mais nous pourrions aussi créer un espace sûr où les enfants peuvent parler de leurs inquiétudes sans crainte de ne pas être crus. » « C'est une idée géniale. » Pierre a dit avec enthousiasme. « Je peux aider d'autres enfants de la même manière que vous m'avez aidé. Et je peux utiliser mon expérience pour montrer qu'il est possible de survivre à des situations difficiles et d'en sortir plus fort, » j'ai ajouté. Julien a réfléchi à la proposition pendant quelques minutes. « Tu sais, cela signifierait un très gros engagement, n'est-ce pas? Ce ne serait pas juste raconter notre histoire quelquefois. Ce serait créer une véritable structure de soutien.
Papa, puis-je te demander quelque chose? J'ai dit. Bien sûr. Après tout ce que nous avons traversé, qu'est-ce qui est le plus important pour toi, gagner plus d'argent ou protéger plus de familles? La question était simple mais profonde. Julien s'est souvenu à quel point il avait été absorbé par le travail après la perte d'Anaïs, utilisant le succès professionnel comme un moyen d'éviter de gérer la douleur. Il a failli me perdre dans le processus. Protéger plus de familles, il a répondu sans hésitation. Certainement protéger plus de familles. Alors faisons-le, Pierre a dit avec détermination. Transformons notre maison en un endroit où les familles peuvent venir quand elles traversent des difficultés. Pas seulement notre maison, j'ai corrigé. Transformons notre expérience en une force qui peut atteindre les familles de toute la région. Ce même jour, ils ont appelé Marc et Diane pour discuter de l'expansion du projet. Marc, qui avait temporairement déménagé dans une petite maison louée en ville pour être plus proche du travail éducatif, était enthousiasmé par l'idée. C'est exactement ce que Clara voudrait que nous fassions, il a dit pendant l'appel téléphonique. C'était toujours une enfant qui se souciait des autres enfants. Diane, qui avait trouvé un emploi de vendeuse dans un magasin de vêtements et consacrait tous ses week-ends au projet éducatif, a également soutenu la proposition. Je peux apporter une perspective unique, elle a offert. Je peux apprendre aux enfants à reconnaître les tactiques de manipulation utilisées par les adultes mal intentionnés. C'est une bonne idée, Pierre a convenu, mais il faut le faire très soigneusement pour ne pas effrayer les enfants. Pierre a raison, j'ai dit. Il faut que ce soit éducatif, mais d'une manière qui donne aux enfants le sentiment d'être autonomes, pas paranoïaques. Ils ont passé les semaines suivantes à élaborer un programme structuré qui combinait l'éducation des parents, le soutien aux enfants et la formation communautaire. Le projet a été nommé Voix sauvée en l'honneur du courage de Pierre à dire la vérité quand personne d'autre n'écoutait. La première conférence officielle du programme a eu lieu un samedi matin au centre communautaire de la ville. Julien s'attendait à peut-être 20 ou 30 personnes, mais plus d'une centaine de familles se sont présentées, certaines venant des villes voisines. Bonjour à tous, il a commencé, nerveux mais déterminé. Je m'appelle Julian Harrison et je suis ici aujourd'hui avec ma fille Marie, mon fils adoptif, Pierre, notre partenaire, Marc Dupont et notre collaboratrice Diane Sterling. Il a marqué une pause regardant les membres présents de ce qui était devenu une famille. Il y a quelques mois, j'ai failli perdre ma fille à cause d'une situation qui aurait pu être évitée si j'avais su reconnaître les signes. Nous sommes ici aujourd'hui pour partager notre expérience afin qu'aucune autre famille ne vive ce que nous avons vécu. Je me suis levé pour parler ensuite. Je veux commencer par dire quelque chose de très important. Les enfants n'inventent pas d'histoire sur le fait d'être blessés. Quand un enfant dit que quelque chose ne va pas, même si cela semble impossible ou improbable, cela vaut toujours la peine d'être investigué. Un murmure d'approbation a parcouru l'auditoire. J'ai passé 3 semaines à être systématiquement empoisonné, j'ai continué. Et j'ai essayé plusieurs fois d'expliquer à mon père que je me sentais plus mal après avoir mangé certains repas. Il l'a attribué à la maladie que j'étais censé avoir. Ce n'était pas sa faute de ne pas me croire. Elle a mis. Qu'il n'avait pas les informations pour reconnaître les signes. Pierre s'est levé pour son tour. Mon nom est Pierre et je suis de la preuve que les enfants peuvent aussi être des héros. Quand j'ai vu ce qui arrivait à Marie, j'aurais pu rester silencieux pour me protéger. Mais ma grand-mère m'a toujours appris que quand on voit quelqu'un souffrir et qu'on peut aider, on a la responsabilité d'essayer. Plusieurs personnes dans le public ont commencé à pleurer, émues par le courage du garçon. Ce que je veux enseigner aux enfants ici aujourd'hui, Pierre a continué, c'est que vous pouvez faire confiance à ce que vous voyez et ressentez. Si quelque chose semble anormal, c'est probablement anormal et il y a toujours un adulte de confiance qui vous écoutera si vous trouvez la bonne personne. Marc s'est levé ensuite, sa présence imposant un respect immédiat. J'ai perdu ma fille Clara à cause d'une situation similaire à ce que Marie a survécu. Il a dit d'une voix ferme mais émotionnelle. Je ne suis pas ici pour susciter la pitié,
mais pour apprendre aux autres parents à reconnaître les signes que j'ai échoué à reconnaître. Il a regardé directement Diane avant de continuer. Et je suis aussi ici pour montrer qu'il est possible de transformer même les pires tragédies en outil pour protéger d'autres familles. Enfin, Diane s'est levée. Un silence tendu est tombé sur la pièce, alors que les gens réalisaient qu'elle était la personne qui avait causé toutes les souffrances décrites par les autres orateurs. Je m'appelle Diane et c'est moi qui ai failli tuer Mary et qui ai causé la perte de Clara. Elle a commencé, sa voix tremblante légèrement. Je ne suis pas ici pour demander pardon parce que je sais que je ne le mérite pas, mais pour vous enseigner exactement comment des gens comme moi opèrent. L'honnêteté brutale de son introduction a captivé l'attention de l'auditoire. Vous devez comprendre que les prédateurs familiaux ne sont pas des monstres évidents. Elle a continué. Nous sommes des gens qui savons exactement ce que vous voulez entendre. Nous savons comment exploiter vos vulnérabilités et nous savons comment vous faire douter de vos propres perceptions. Pendant l'heure suivante, Diane a méticuleusement détaillé les tactiques qu'elle avait utilisées, expliquant chaque étape de la manipulation d'une manière qui permettait aux parents présents de reconnaître des comportements similaires. La chose la plus importante que je veux que vous compreniez, elle a conclu, c'est que la personne qui tentera de nuire à votre famille sera probablement quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un qui semblera trop parfait, qui assumera des responsabilités que vous ne lui avez pas demandées et qui vous isolera progressivement de vos réseaux de soutien. Après les présentations formelles, ils ont ouvert la parole aux questions et aux discussions. Les questions qui ont surgi ont révélé que de nombreuses familles présentes étaient déjà confrontées à des situations préoccupantes. Une mère a levé la main. Ma fille de 8 ans a dit que son nouveau petit ami n'aime pas quand elle tombe malade parce qu'il doit s'occuper d'elle. Cela devrait-il m'inquiéter? Absolument, j'ai répondu. Les adultes qui se soucient vraiment des enfants ne montrent jamais d'irritation lorsqu'un enfant a besoin de soins médicaux. Un père a posé la question suivante. Comment puis-je apprendre à mon fils à reconnaître quand quelqu'un essaye de le manipuler sans lui faire peur de tous les adultes? Bonne question, Pierre a répondu. Apprenez-lui que les adultes dignes de confiance ne lui demandent jamais de garder des secrets sur des choses qui le mettent mal à l'aise. Et apprenez-lui qu'il peut toujours venir vous parler de n'importe quoi, même s'il pense que vous allez vous fâcher. Les questions ont continué pendant 2 heures, chacune révélant différents aspects des défis auxquels les familles sont confrontées. Lorsque l'événement s'est finalement terminé, des dizaines de personnes se sont approchées des orateurs pour des conversations individuelles. Marie, une fille de 15 ans, a dit « Puis-je vous parler en privé ?» « Bien sûr, j'ai répondu, menant la fille vers un coin plus isolé de la salle. « Je pense que quelque chose ne va pas chez moi, » l'adolescente a murmuré. « Mais je ne sais pas si j'exagère. Dis-moi ce qui se passe. Ma mère s'est remariée il y a 6 mois. Le beau-père est vraiment gentil devant elle, mais quand elle n'est pas là, il me dit des choses étranges. Quel genre de choses? Il dit que je suis trop jolie pour une fille de mon âge, que quand j'aurai 16 ans, il va m'apprendre des choses sur les relations. Et chaque fois qu'il dit ça, il me demande de ne pas le dire à ma mère parce qu'elle ne comprendrait pas. J'ai senti une vague de nausée. La situation que la fille décrivait était clairement prédatrice. « Comment tu t'appelles? » « Chloé. »« Chloé, écoute attentivement ce que je vais te dire. Ce que ton beau-père fait est complètement inapproprié. Les adultes ne font pas ce genre de commentaires aux enfants et ils ne demandent surtout pas de garder ça secret. Mais si je le dis à ma mère et qu'elle ne me croit pas, et si elle le choisit lui plutôt que moi? » J'ai tenu les mains de la fille. « Chloé, tu vois cette dame là-bas? » J'ai pointé du doigt d'une femme d'âge moyen qui parlait avec Marc. « C'est Madame Duval. Elle travaille dans un centre de soutien pour les enfants. Si ta mère ne te croit pas au début, Madame Duval peut t'aider à médiatiser une conversation. Et si ça ne marche toujours pas, alors tu viendras nous parler, à ma famille et à moi. Nous ne te laisserons pas traverser ça seul. » Chloé a commencé à pleurer de soulagement. « Merci, » elle a murmuré. « Je me sentais si seule avec ça. »
Tu n'es pas seul, je l'ai rassuré, et tu ne le seras plus jamais. Des situations similaires se sont répétées tout au long de l'après-midi. Pierre a parlé avec 3 enfants différents qui géraient des problèmes à la maison. Marc a conseillé plusieurs parents qui avaient reconnu des signes préoccupants dans leur propre situation, et Diane a fourni des informations détaillées sur la façon de reconnaître les manipulateurs professionnels. À la fin de la journée, alors qu'ils organisaient le matériel et se préparaient à partir, Julien a regardé autour du centre communautaire et a ressenti une profonde satisfaction qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Vous vous rendez tous compte de ce que nous avons fait ici aujourd'hui? Il a demandé. Nous avons sauvé des familles, Pierre a simplement répondu. Et nous avons honoré la mémoire de Clara, Marc a ajouté. Et nous avons transformé notre douleur en un but, j'ai complété. Diane, qui emballait les brochures éducatives dans des boîtes, s'est arrêtée et a regardé les autres. Puis-je dire quelque chose? Bien sûr. Aujourd'hui a été le premier jour de toute ma vie d'adulte où je me suis senti vraiment fier de moi. Pourquoi? Pierre a demandé. Parce que pour la première fois, j'ai utilisé mon expérience pour protéger des gens au lieu de leur nuire. Pour la première fois, j'ai fait partie de quelque chose qui compte vraiment. Julien s'est approché d'elle. Diane, vous savez que vous avez encore beaucoup de travail à faire pour vous racheter pleinement, n'est-ce pas? Je sais et je suis prête pour ça. Mais je veux aussi que vous sachiez que vous avez déjà parcouru un chemin considérable. Ce que vous avez fait aujourd'hui, la vulnérabilité et l'honnêteté que vous avez montrées, ça a demandé un réel courage. Merci, elle a dit les larmes aux yeux. Vous m'avez donné une chance que je ne méritais pas, mais une chance que je passerai le reste de ma vie à essayer d'honorer. Sur le chemin du retour, les 4 se sont assis dans un silence contemplatif dans la voiture, chacun traitant les événements de la journée. C'est Pierre qui a rompu le silence. Vous savez ce qui m'a le plus impressionné aujourd'hui? Quoi? J'ai demandé. À quel point les gens étaient prêts à écouter? Combien de familles se sont présentées? Combien de questions elles ont posées? À quel point elles voulaient vraiment apprendre? C'est vrai, Julien a convenu. Cela montre qu'il y a beaucoup plus de familles qui traversent des difficultés que nous ne l'imaginions. Et cela montre aussi que lorsque les gens ont les bonnes informations, ils peuvent se protéger, j'ai observé. Ce qui signifie que nous devons continuer à faire ça, Pierre a conclu. Absolument. Ils ont tous convenu à l'unisson. En rentrant à la maison, ils ont trouvé Madame Léger qui attendait sur son porche avec un grand sourire. Comment s'est passée la conférence? Elle a demandé avec enthousiasme. Mieux que ce que nous espérions, Julien a répondu. Plus de 100 personnes se sont présentées. C'est merveilleux. Et il y a d'autres bonnes nouvelles. Pendant que vous étiez absent, j'ai reçu des appels de 3 familles des villes voisines qui voulaient savoir quand vous donneriez aussi des conférences là-bas. Les 4 se sont regardés avec excitation. Comment ont-ils entendu parler de la conférence d'aujourd'hui? J'ai demandé. Apparemment, certaines personnes qui sont venues aujourd'hui ont publié des messages sur l'événement sur les réseaux sociaux. La nouvelle se répand rapidement. Pierre a souri. Cela signifie que notre voix atteint plus de gens. Et que nous devrons mieux nous organiser pour répondre à la demande. Julien a observé, mais avec de l'enthousiasme dans la voix. Papa, j'ai dit, puis-je suggérer quelque chose? Toujours. Et si nous créons un site web officiel pour le projet avec des informations sur les conférences, des supports éducatifs que les gens peuvent télécharger, et un système pour que les familles puissent demander de l'aide quand elles en ont besoin. C'est une excellente idée, il a convenu, et je peux utiliser mes contacts professionnels pour obtenir un soutien technique et financier afin d'étendre le projet. Pierre était enthousiasmé par la possibilité. Et pouvons-nous créer une section spéciale sur le site web juste pour les enfants, avec un langage qu'ils comprennent et des moyens sûrs de demander de l'aide? Parfait, Julien a dit. Transformons cela en un véritable mouvement. Un mouvement qui a commencé avec le courage d'un garçon de 12 ans qui a dit la vérité. J'ai dit,
regardant affectueusement Pierre. Et qui a grandi grâce à l'amour d'une famille et qui a décidé de transformer le traumatisme en guérison, Pierre a répondu, rindant le regard. Cette nuit-là, ils se sont réunis dans le salon pour planifier les prochaines étapes du projet Voix sauvée. La table était couverte de notes, de contacts de personnes qui avaient proposé leur aide et de demandes de conférences de différentes communautés. En regardant tout cela, Julien a dit, « Je n'arrête pas de penser à la façon dont notre vie a complètement changé ces derniers mois. » Changé pour le mieux, j'ai observé. Beaucoup mieux, Pierre a convenu. Mais elle est aussi devenue plus compliquée, Julien a continué. Avant, ma plus grande préoccupation était les profits et les réunions d'affaires. Maintenant, nous gérons la vraie souffrance de familles entières. Papa, puis-je te demander quelque chose? J'ai dit. Bien sûr. Laquelle de ces deux vies te rend le plus épanoui? Julien n'a pas eu besoin de réfléchir à la réponse. Celle-ci, sans aucun doute, celle-ci. Pourquoi? Parce que pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression de faire quelque chose qui compte vraiment, quelque chose qui existera longtemps après ma disparition. Pierre s'est levé et est allé à la fenêtre donnant sur le jardin, regardant l'arbre où il dormait il y a quelques mois seulement. « Vous savez ce qui est drôle? » il a dit. « Quoi? Si Diane n'avait jamais essayé de faire du mal à Marie, je serais probablement encore en train de vivre dans la rue. Vous seriez toujours seul avec votre douleur et toutes ces familles que nous avons aidées aujourd'hui seraient toujours vulnérables. » Je l'ai rejoint à la fenêtre. « Alors, tu dis que quelque chose de bien est sorti de quelque chose de très mauvais? » Je dis que parfois, les pires expériences de notre vie deviennent les plus importantes. Pierre a répondu avec une sagesse impressionnante pour son âge. C'est une façon intéressante de voir les choses, Julien a dit, mais aussi dangereuse si on commence à idéaliser la souffrance. Je n'idéalise pas, Pierre a clarifié. Ce que Diane a fait était terrible et mal, ça le sera toujours. Mais notre réponse à ce qu'elle a fait, c'était notre choix. Nous avons choisi de transformer la douleur en un but. Et ce choix a fait toute la différence, j'ai ajouté. Julien s'est levé et nous a rejoints à la fenêtre. Vous savez, je ne peux plus imaginer ma vie sans vous deux, n'est-ce pas? Ni nous sans toi, nous avons répondu, et pas sans le travail que nous faisons ensemble, j'ai ajouté. En parlant de ça, Pierre l'a dit, j'ai une idée pour notre prochaine conférence. Quoi? Et si nous invitions certains des enfants que nous avons aidés aujourd'hui à participer en tant que co-orateurs, des enfants qui parlent directement à d'autres enfants de la façon de reconnaître les situations dangereuses. « Pierre, c'est brillant! » Je me suis exclamé. Les enfants font beaucoup plus confiance aux autres enfants qu'aux adultes sur des sujets sensibles. Et ce serait valorisant pour eux aussi. Julien a observé. Transformer leurs propres expériences difficiles en outils pour aider d'autres personnes. Exactement, Pierre a convenu. C'est ce que nous avons tous fait de différentes manières. Ils ont passé 1 heure de plus à planifier comment mettre en œuvre l'idée de Pierre, discutant de la façon de former les enfants à être des co-orateurs d'une manière sûre et adaptée à leur âge. Quand ils sont finalement allés dormir, tout le monde se sentait énergisé par la direction que leur vie avait prise. Le lendemain matin, Julien s'est réveillé avant les autres et est allé à la cuisine faire du café. En attendant que l'eau bout, il a regardé par la fenêtre le jardin où Diane avait brûlé mes cheveux des mois auparavant. L'endroit était maintenant planté de fleurs colorées que j'avais spécialement choisies. « Bonjour, papa », Pierre a dit, entrant dans la cuisine, toujours en pyjama. « Bonjour, mon fils, tu as bien dormi? » « Oui, mais je me suis réveillé en pensant à quelque chose. »« Quoi? Tu penses que Diane a vraiment changé ou qu'elle essaie juste d'éviter des conséquences pires? » La question était profonde et importante. Julien a versé du café pour tous les deux avant de répondre. « C'est une question que je me pose tous les jours, » il a admis. « Parce que vouloir croire au changement des gens ne doit pas nous rendre naïfs à nouveau. » Et quelle est ta conclusion? Que peu importe sa motivation initiale,
Ce qui compte, c'est ce qu'elle fait maintenant et si elle aide réellement d'autres familles. Et comment savons-nous si l'aide est authentique? Par les résultats, Julien a expliqué. Si les familles qu'elle guide deviennent plus sûres, si les informations qu'elle fournit sont exactes et utiles, si elle respecte l'engagement qu'elle a pris envers nous, alors peu importe si elle a commencé par culpabilité ou par un véritable changement. Pierre a hoché la tête, traitant la réponse. Ça a du sens, jugé par les actions, pas par les intentions. Exactement. Et rester vigilant sans être paranoïaque. J'ai pénétré dans la cuisine à ce moment-là, déjà habillée et prête pour la journée. De quoi parlez-vous si sérieusement si tôt le matin? De Diane et comment évaluer si les gens changent vraiment, Pierre a expliqué. Ah, ça, j'ai dit en me versant du café. J'ai une théorie là-dessus. Quoi? Que le vrai changement implique toujours un véritable sacrifice. Diane sacrifie du temps, de l'argent et du confort pour essayer de réparer le mal qu'elle a causé. Cela suggère un vrai changement. Intéressant, Julien a commenté. Et comment cela s'applique-t-il à nous? Eh bien, nous faisons aussi des sacrifices. Toi, tu pourrais te concentrer uniquement sur tes affaires et gagner plus d'argent. Moi, je pourrais juste me rétablir et me concentrer sur l'école. Pierre pourrait juste profiter de sa nouvelle vie confortable. Mais au lieu de ça, nous avons tous choisi de consacrer du temps et de l'énergie à aider d'autres familles. Pierre a complété la pensée. Exactement. Cela suggère que nos changements sont aussi authentiques. Julien nous a souri à tous les deux. Vous êtes beaucoup plus sage que vous ne devriez l'être à votre âge. La souffrance enseigne la sagesse quand une personne est prête à en tirer des leçons, j'ai observé. Et quand elle a le bon soutien pour traiter la souffrance de manière saine, Pierre a ajouté. Le téléphone a sonné, interrompant la conversation philosophique matinale. Julien a répondu et a parlé brièvement avec quelqu'un à l'autre bout du fil. C'était Marc, il a dit en raccrochant. Le conseil municipal de la ville voisine veut officiellement embaucher notre projet pour y organiser un programme éducatif mensuel. Embaucher? J'ai demandé. Comment ça? Ils veulent nous payer pour fournir des conférences régulières, des formations pour les professionnels qui travaillent avec les familles et des consultations sur les politiques de protection familiale. Les yeux de Pierre se sont écarquillés. Cela signifie que nous pourrons aider beaucoup plus de personnes et que le projet deviendra financièrement viable. Julien a ajouté. Il ne dépendra plus seulement des dons et du bénévolat. Papa, c'est incroyable, j'ai dit avec enthousiasme. On peut accepter? Bien sûr que oui, mais cela signifie aussi que nous devrons devenir encore plus professionnels. Il y aura des contrats officiels, des délais à respecter, des rapports d'impact à produire. Sommes-nous prêts pour cela? Pierre a demandé. Julien a regardé les deux jeunes gens extraordinaires qui étaient devenus sa famille et ses partenaires de travail. Si nous ne le sommes pas maintenant, nous le serons bientôt, il a dit avec confiance. Alors acceptons, j'ai décidé, et nous ferons le meilleur travail possible. Je suis d'accord, Pierre a dit. Clara serait fière de savoir que son histoire aide à protéger des enfants dans des villes entières. Et ma mère serait fière aussi, j'ai ajouté. Elle a toujours voulu que j'utilise n'importe quel talent ou expérience que j'avais pour aider d'autres personnes. Julien a senti une oppression dans sa poitrine en pensant à Anaïs. Elle serait vraiment fière de voir comment sa fille était devenue une jeune femme forte et compatissante, dédiée à protéger d'autres familles. Ta mère serait plus que fière, il a dit, la voix étranglée. Elle serait émerveillée. Les trois sont restés silencieux un instant, honorant la mémoire de la femme qui avait planté les graines de la compassion qui fleurissait maintenant en un mouvement de protection familiale. « Papa, j'ai dit doucement, puis-je suggérer quelque chose? » Toujours. Et si nous incluions une photo de maman dans nos supports éducatifs avec une dédicace expliquant que tout cela a commencé avec les valeurs qu'elle nous a enseignées? Et une photo de Clara aussi, Pierre a suggéré, pour honorer sa mémoire
et montrer pourquoi ce travail est si important. Julien a hoché la tête, trop ému pour parler immédiatement. Ce sont des idées parfaites. Il a finalement réussi à dire. Faisons-le. Ce jour-là, ils ont passé des heures à travailler sur les supports pour la proposition officielle qu'ils soumettraient à la mairie. Pierre a apporté des informations sur la façon de communiquer des concepts complexes d'une manière que les enfants pourraient comprendre. J'ai développé un contenu spécifique pour les adolescents en utilisant ma propre expérience comme base. Julien a organisé les aspects logistiques et financiers. En fin d'après-midi, alors qu'il révisait le document final, Diane est arrivée pour sa visite hebdomadaire au projet. Comment s'est passé le travail aujourd'hui? Elle a demandé, remarquant la table pleine de documents. Nous préparons une proposition pour nous étendre officiellement à d'autres villes, j'ai expliqué. Comme c'est merveilleux, puis-je aider en quoi que ce soit? En fait, oui, Pierre a dit. Nous avons besoin d'une section sur la façon de reconnaître les manipulateurs professionnels. Pourriez-vous l'écrire en vous basant sur votre expérience? Bien sûr. Mais y a-t-il quelque chose de spécifique que vous voulez que j'inclue? Oui, Gillian. Nous voulons que vous soyez complètement honnête sur les tactiques que vous avez utilisées, mais d'une manière qui éduque et protège sans effrayer inutilement les gens. Et nous voulons que vous incluiez des signes avant-coureurs spécifiques aux situations impliquant des enfants, j'ai ajouté, parce que les adultes malveillants peuvent utiliser des tactiques différentes lorsque la cible est un enfant plutôt qu'un autre adulte. Diane a hoché la tête sérieusement. Je peux te le faire. En fait, je pense que c'est l'une des contributions les plus importantes que je puisse offrir au projet. Diane, Pierre a dit, puis-je vous demander quelque chose de personnel? Bien sûr. Comment va votre fille, Ruby? Le visage de Diane s'est illuminé pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés. Elle va bien, très bien, en fait. Je lui ai parlé de tout ce qui s'est passé, de mes erreurs, et du travail que je fais maintenant pour essayer de réparer les choses. Et comment a-t-elle réagi? Au début, elle a été choquée et blessée. Mais ensuite, elle a dit quelque chose qui m'a profondément touché. Quoi? Elle a dit qu'elle était fière de moi d'avoir eu le courage d'admettre mes erreurs et d'essayer de les réparer. Elle a dit que cela montrait que j'avais vraiment changé. J'ai souri. Les enfants ont une perception très fine de l'authenticité. Si Ruby croit en votre changement, c'est bon signe. C'est vrai, Pierre a convenu. Et cela signifie aussi que vous lui donnez un exemple positif sur la façon de gérer les erreurs et la responsabilité. Merci de dire ça. Diane a dit les larmes aux yeux. Parfois, j'ai encore l'impression que je ne mérite ni le pardon ni une seconde chance. Mériter est une question compliquée, Julien a observé. Mais travailler activement pour réparer les dommages que nous avons causés, c'est toujours précieux, quel que soit le mérite. Et ce n'est pas seulement une question de savoir si vous le méritez ou non, j'ai ajouté. C'est une question des autres familles qui sont protégées grâce au travail que vous faites maintenant. Diane a travaillé tard cette nuit-là pour rédiger la section sur la reconnaissance des manipulateurs professionnels. Quand elle a eu fini, le document était détaillé, honnête et éducatif sans être alarmiste. C'est parfait, Julien a dit après avoir lu son travail. Vous avez réussi à équilibrer l'honnêteté et la responsabilité, et cela aidera de nombreux parents à reconnaître des signes qui auraient pu passer inaperçus, Pierre a ajouté. Merci, Diane a dit. J'ai l'impression de enfin contribuer à quelque chose de positif dans le monde. Vous y contribuez, j'ai confirmé, et j'espère que vous continuerez à y contribuer longtemps. Quand Diane est partie cette nuit-là, les trois sont restés dans la pièce, finalisant les derniers détails de la proposition. Papa, j'ai dit, il y a quelque chose dont je veux parler avant que nous n'envoyions ce que là demain. Qu'est-ce que c'est? Si ce projet prend beaucoup d'ampleur, si cela devient quelque chose de vraiment grand, je veux m'assurer que nous ne perdons pas notre essence familiale dans le processus. Pierre a hoché la tête en signe d'accord. C'est une préoccupation valable. Nous ne voulons pas devenir juste une organisation professionnelle.
Nous voulons maintenir le lien personnel et émotionnel qui rend notre travail spécial. Vous avez raison, Julien a dit. Et j'ai une idée sur la façon de s'assurer de cela. Quoi? Peu importe l'ampleur du projet, nous garderons toujours notre réunion du dimanche soir ici à la maison. Juste nous trois, revoyant la semaine, planifiant la suivante et nous rappelant mutuellement pourquoi nous avons commencé ce travail. J'aime ça, j'ai dit. Un moment sacré pour la famille. Et si l'un de nous commence à se sentir dépassé ou déconnecté, nous promettons d'en parler lors de ces réunions, Pierre a ajouté. D'accord, ils ont tous dit. Il y a encore une chose, Julien a continué. Je veux que vous sachiez que quoi qu'il arrive avec le projet, vous serez toujours ma priorité numéro 1. Si je dois un jour choisir entre le travail et vous, je vous choisirai toujours. Nous aussi, j'ai dit. La famille d'abord, toujours. Toujours, Pierre a confirmé. Ils ont envoyé la proposition officielle le lendemain matin et ont reçu une réponse positive en moins d'une semaine. Le conseil municipal a non seulement approuvé le projet, mais a suggéré qu'il présente la proposition à d'autres villes de la région par le biais d'un consortium de municipalités. En 6 mois, le projet Voix sauvée opérait dans 15 villes différentes, formant des centaines de professionnels et atteignant des milliers de familles. Pierre était devenu une voix reconnue régionalement pour les enfants en situation vulnérable. J'avais développé des programmes spécifiques pour les adolescents qui étaient si efficaces que d'autres organisations commençaient à les adopter. Julien avait complètement transformé son entreprise, dirigeant la plupart de ses ressources vers le travail social de la famille. Diane était devenue l'une des consultantes les plus respectées du pays en matière de reconnaissance et de prévention de la manipulation familiale. Son honnêteté brutale concernant ses propres tactiques passées la rendait particulièrement qualifiée pour enseigner aux autres comment se protéger. Marc avait trouvé un nouveau sens à sa vie, non seulement en honorant la mémoire de Clara, mais en empêchant activement d'autres enfants de subir le même sort. Un dimanche soir, 1 an après la confrontation initiale au jardin du Luxembourg, les 5 se sont réunis chez les Harrison pour l'une de leurs réunions hebdomadaires. La table de la salle à manger était couverte de rapports d'impact, de lettres de remerciement de familles qu'ils avaient aidées et de plans d'expansion du projet. En regardant tous ces chiffres, Julien a dit « C'est difficile de croire que tout a commencé avec un garçon courageux qui a crié la vérité dans un parc. » Et avec une famille prête à écouter cette vérité, Pierre a répondu. Et avec des gens prêts à transformer leurs pires erreurs en outils pour protéger les autres, j'ai ajouté, regardant Diane. Et avec un père qui a choisi d'honorer sa fille perdue en aidant d'autres enfants, Diane a dit, regardant Marc. Marc a souri tristement. Clara serait émerveillée de voir ce qui est né de son histoire. Elle a toujours dit qu'elle voulait faire quelque chose d'important dans le monde. Elle l'a fait, Pierre a dit avec conviction. Grâce à nous, elle protège des centaines d'enfants. Et elle continuera à les protéger pendant de nombreuses années, j'ai ajouté. Ils ont passé le reste de la soirée à partager des histoires des familles qu'ils avaient récemment aidées. Chaque histoire était un rappel de l'importance de leur travail et de l'impact réel qu'ils avaient sur les communautés. Vous savez ce qui m'émerveille le plus? Diane a dit alors qu'il se préparait à clore la réunion. Quoi? Comment vous avez transformé l'une des situations les plus horribles qu'une famille puisse traverser en une force de bien? Cela demande un genre de courage que je ne connaissais pas. Ce n'était pas du courage, Julien a répondu. C'était un choix. Chaque jour, nous choisissons à nouveau de transformer notre douleur en un but. Et nous avons les uns les autres pour nous rappeler pourquoi nous faisons ce choix, Pierre a ajouté. Et des gens comme toi et Marc pour nous montrer que même les pires erreurs peuvent être transformées en sagesse, j'ai conclu. Aujourd'hui, c'est toujours un chemin. La vie n'est pas un conte de fées avec une fin parfaite. Il y a des cicatrices, des doutes qui reviennent parfois. Est-ce que Diane est entièrement rachetée? Est-ce que Marc a trouvé une paix totale? Est-ce que Pierre oubliera jamais ses nuits dans la rue? Et moi, suis-je complètement guéri? Physiquement, oui, mais les fantômes des mensonges, de la trahison
Ils ne s'effacent jamais vraiment. Cependant, cette douleur, nous l'avons transformée. Nous avons fait un choix. Le choix d'écouter, d'agir, de protéger. Et ce choix, je crois que c'est ça la vraie victoire. Ça me semble la seule façon de continuer à vivre, non? De donner un sens à l'absurdité. De trouver la lumière après la nuit la plus sombre. C'est ça ma vie maintenant. Et elle est belle malgré tout.